ultime accélération. Elle est là, la victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui. Il a été énorme, Julien Alaphilippe, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, un Français en jaune. Allez là, sur un planche, forcément. On est célébré. 23h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous portez à merveille. Vous êtes sur Radio Campus Lille 106,6 FM pour écouter le Campus Sport Club, talk show 100% sportif des ondes campusiennes. Ce soir, format et numéro un peu spécial puisque nous revenons avec un nouvel hors-série en tout petit comité. C'est toujours Adrien Fedeli donc, et à mes côtés ce soir, jusqu'à minuit pétante, Pavel Closard. Bonsoir à toutes et tous. Et Hugo Chira. Messieurs, dames, bonsoir. Un trio 100% masculin. Comment allez-vous déjà ? Bien, très bien. Un peu fatigué, mais ça va. C'est bien Hugo, merci. On est parti pour un hors-série donc sur la thématique suivante, sport et cinéma. Au programme 3 parties, une première que je m'apprête à vous introduire dans quelques instants donc sur les œuvres biographiques en lien avec le sport tout simplement. Ensuite nous aurons la chance d'écouter Pavel avec les athlètes qui sont passés par la case 7e art, en bien comme en mal. Oui, c'est à vous de juger. Ça sera à nous d'en discuter. Et puis pour conclure donc cette petite heure CSC, Hugo qui reviendra sur les nouvelles façons de parler et vivre le sport, à savoir docu-séries. Exactement. Qui sont très en vogue. Très très en vogue, beaucoup de productions de partout, dans beaucoup de médias. On pourra en discuter. Puis surtout peut-être ceux qui reviennent plusieurs fois sur le même sujet. À voir. Très bien. Mais moi, je vous propose de m'écouter et de vous taire, puisque c'est un peu dictateur. Ah ouais, t'as vu un petit ton comme ça. Là, le présentateur, il pète un câble, là, il fait. Je vous coupe. Non, donc du coup, pour cette heure donc, hors série, je vous permets d'introduire mon sujet qui était sur les biopics sportifs, de l'exploit individuel à la réussite collective, d'une histoire insolite au parcours d'un champion ou d'une championne, vous le verrez. Il y a eu par le passé d'innombrables exploits sportifs qui peuvent nous être contés aujourd'hui. Des performances inspirantes qui donnent du baume au cœur et fournissent une émotion que seul le sport souvent est capable de nous procurer. Du moins, c'est mon avis. C'est ce que recherchent évidemment les sociétés de production, les scénaristes ou bien les réalisateurs du 7e art, émouvoir et retranscrire, nous transmettre un message intemporel. Je vais vous parler ici brièvement de films historiques dans le domaine du sport, aussi appelés biopics, pour films biographiques, pour la petite info, si jamais ici vous ne saviez pas. Ceux qui tendent à renouer avec le passé autour d'un être ou d'un collectif tout entier pour laisser un message aux générations futures, et parfois dévoiler au grand public ce que seuls les passionnés ou les plus intimistes savent déjà. Beaucoup d'anecdotes et beaucoup d'infos dissimulées, on va dire, par le temps. Car de belles histoires en lien avec le sport, il en regorge par centaines, mais trop souvent, c'est les plus médiatisées et les plus récentes qui sont mises à l'honneur. Trop de beaux souvenirs inexploités, donc plus passionnants que la plupart. Et l'avantage dans tout cela, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, toutes les disciplines, car le sport est pluriel, je l'entends, et ces histoires encore plus nombreuses qu'il n'y paraît. Alors les biopics sportifs nous comptent ces exploits que j'évoquais tantôt. N'oublions pas tout de même que ce n'est que du cinéma. On parle de biopics, d'œuvres biographiques, mais retranscrites au cinéma, donc à vendre à un public, bien sûr, à des spectateurs. Ce n'est pas la réalité exacte, il faut convaincre donc ces spectateurs, amasser les foules, récolter aussi suffisamment pour rentabiliser certaines grosses œuvres hollywoodiennes. On raconte certes, mais on élargit souvent le cadre, on déborde, on manipule un peu les propos ou les souvenirs, ou des faits avérés, entre guillemets donc, qui sont poussés dans leur retranchement pour en faire ressortir le meilleur. Une meilleure version même, plus vendeuse pour nous, si loin de savoir avant d'aller en salle l'existence même de tel ou tel prouesse sportif, et du coup on nous l'explique, on nous la raconte, on n'en avait pas connaissance auparavant, et on se laisse submerger par l'histoire, et souvent on en ressort émeu. Mais oublions pendant 2 heures ces artifices, posons-nous confortablement dans nos sièges pour vivre différemment le sport, pour comprendre différemment l'histoire. Laissons-nous absorber dans ce doux rêve qui nous est projeté sur grand écran. Alors pour cette première thématique, donc sur les biopics sportifs, je vais m'attarder que sur les longs métrages, donc le reste étant réservé pour ton segment Hugo à la fin de l'émission. Alors maintenant, je me tourne un peu plus vers vous pour dialoguer tout simplement. On peut croiser différents biopics que j'ai classés en 3 grosses catégories. Le biopic sportif qui peut être centré sur la carrière ou l'exploit d'un individu. Pour vous en citer quelques-uns, après on pourra discuter sur ceux que nous, on connaît un peu plus ou des exemples en particulier. On a par exemple Ali avec Will Smith, donc sur la carrière de Mohamed Ali. Plus récemment, il y a eu Eddie the Eagle, Une famille sur le ring,
Japloop ou encore le fameux Raging Bull de l'époque avec Robert De Niro. Est-ce que vous, là, tout de suite, un biopic sur un sportif ou une sportive, ça vous parle déjà? Il y en a un qui vous saute. Tu viens de parler de Will Smith, le film très récent sur la famille Williams, qui était plutôt bien fait. Alors, je suis pas allé le voir, mais apparemment, les critiques étaient assez élogieuses. Donc, allez voir. Faudra aller le voir, ouais. Je voulais aller le voir, mais je suis pas. Moi, je suis allé le voir. Et franchement, la prestation de Will Smith, voilà. Will Smith, pour rappel aux auditeurs qui nous écouteraient, donc c'est la méthode Williams, ou en anglais c'est King Richard. Pourquoi? Parce que le père des sœurs Williams, Serena et Venus Williams, grand tenniswoman, s'appelait Richard. Mais non. Richard Williams. C'est incroyable. Et du coup, Will Smith incarne ce père qui, avant même leur naissance, avait établi un programme de plusieurs dizaines de pages pour les construire comme des championnes de ce sport, qui est le tennis. Et le gars a été assez visionnaire, puisqu'il a réussi à leur bâtir leur carrière. Visionnaire est bon, parce que on parle quand même des deux des plus grandes tenniswomen de l'histoire, surtout Serena. Ça a dû lui faire tout drôle quand il a dû les voir se battre en finale certaines fois. Du coup, vu que tu sais que c'est prévu, tant qu'il n'aura pas mis des gifles. C'est ça, mais quand tu sais que c'est prévu depuis des années, depuis avant même leur naissance, et c'est un peu flippant au passage quand même. C'est très bizarre parce qu'en plus, pour l'anecdote qu'il nous a racontée dans le film, donc je n'avais pas du tout connaissance avant, bien évidemment, a priori, il n'y connaissait rien au tennis. Il est tombé sur un match qui l'a passionné, qui l'a intéressé, et il s'est prêté au jeu. Il avait un tout autre métier, dont j'ai oublié malheureusement le nom, mais voilà, il avait une toute autre profession. Il n'était pas du tout attaché plus que ça au sport. Et le gars, au milieu des années 70, fin 70, il décide de rédiger ce manuel-là, en fait, qui va donner dès les premières années dans les mains de ses filles pour dire voilà comment ça va se passer. Étape par étape, année après année, catégorie par catégorie. C'est fou. Mais le gars, en fait, a juste mené une expérience sociale. Mais c'est une expérience. Elle a plutôt bien marché, l'expérience pour le coup, sociale. Elle a bien marché. Et le pire, c'est que les sœurs Williams, c'est les dernières, mais il y a 2 sœurs et un frère au-dessus, je crois. Il y a au moins 2 sœurs. Et je crois que dans l'histoire, c'est une plus grande fratrie. Puis c'est rare, je crois que tu as eu 2 sœurs qui aient gagné en double des grands tournois. Mérite, faudra regarder si les frères Murray n'ont pas fait ça aussi. En double. Voilà. Le petit frère était quand même beaucoup plus. Jamie Murray en double et Andy Murray, est-ce qu'ils ont gagné C'est Andy ou Jamie le plus grand? C'est Andy le plus grand. Bon, de toute façon, celui qui n'est pas Andy est de toute façon moins bon que. Enfin, le gap est beaucoup plus fort entre les deux frères Murray qu'entre les 2 sœurs Williams. Oui, bien sûr. En termes de palmarès, je veux savoir, parce que tu sais, les sœurs Williams ont remporté beaucoup de titres en double ensemble, et je me demandais si c'était pas les dernières en date d'une même fratrie ou d'une. Après, dans une autre catégorie, les frères Bryan, mais eux, c'est vraiment parce qu'ils ont été spécialisés en double. Donc c'est vrai. Mais chez les femmes, je crois que les Williams sont pionnières dans le domaine. Des sœurs qui gagnent ensemble des tournois doubles, je crois que même qu'elles ont été championnes olympiques, il faudra regarder. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que la méthode Williams, plus récemment encore, puisque Will Smith a gagné l'Oscar et a eu droit à mettre une gifle au présentateur Chris Rock. Voilà, donc d'où la blague de la gifle. Mais Will Smith a même remporté le premier Oscar de sa carrière, du meilleur acteur. Avec ça, donc mine de rien. Voilà. Il aura fallu attendre, alors qu'il a joué dans Men in Black et tant de films. Ouais, alors Men in Black, c'est peut-être pas pour un Oscar non plus. C'est vrai. C'est pas un rôle. C'est vrai. Si on commence à donner des Oscars pour ça. Peut-être pas exagéré non plus. Après, là, tu vois, comme autre biopic, alors c'est un aspect du biopic que tu n'as pas forcément abordé, ou en tout cas que tu as un peu survolé, c'est les biopics de compétition. Et là, ce qui me vient en tête. Attends, parce que du coup, il y a 3 autres catégories. Désolé. Attention. C'est 3 catégories. Du coup, si tu veux, j'enchaîne avec la deuxième. Celui que je dirais sur le biopic sportif, qui reprend le parcours d'un groupe, d'une fondation ou d'un collectif. Souvent, comme tu dis, de compétition, on parle souvent d'une équipe. Je vais citer 3 exemples. Par exemple, que j'ai. Le plus beau des combats, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un de mes films coup de cœur de ces dernières années. Invictus, bien évidemment. Ou encore, même très récemment, et français, pour une petite patte un peu tricolore, les crevettes pailletées. Ah oui. Ouais. Il y a les crevettes pailletées qui est autour du water-polo une équipe gay, masculine, de water-polo. Voilà. Qui a été récompensé d'ailleurs comme film. Non, moi j'ai vu ça en natation synchronisée. C'est ça le nom, les crevettes pailletées. Et là, du coup, il y a le retour des crevettes pailletées. Avec Leila Bekti et... oui, ok. Voilà. Avec Alban Lenoir. Non, Alban Ivanov, c'est autre chose, c'est Le Grand Bain.
Ah, je confonds avec Le Grand Bain. Non, là c'est Alban Lenoir. Ouais. Mais Le Grand Bain aussi, c'est une histoire de... C'est un peu plus comédie celui-ci. Là, celui-là c'est fictif, on va dire. Ah oui, c'est vrai, pardon. Oui, non, c'est vrai, tu as raison. Mais Invictus, bien évidemment. On se rappelle du parcours de l'équipe de rugby à 15 d'Afrique du Sud, sous Nelson Mandela, à la fin de l'apartheid. Moi, franchement, pour avoir vu ce film, Matt Damon, Mandela, pour moi, ça joue quand même extrêmement bien. Morgan Freeman. Clint Eastwood à la réalisation, aussi, sorti en 2009. Et là, tu vois un autre film qui me fait penser à ça, très récent, Le Mans 66. Ouais. Oui. Donc, en titre originel, Ford versus Ferrari, qui porte je sais pas lequel aurait le plus de sens. Tu préfères quoi? Admettons, tu montres le film à quelqu'un, tu lui dis pas le titre. Tu l'appellerais comment, du coup? Je l'appellerais Le Mans 66. Ça a plus de sens, Le Mans 66? Parce que finalement, des Ferrari, t'en vois 5 minutes et tu n'entends parler que 15 minutes dans le film. Et tout le reste, c'est vraiment axé sur Ford, sur l'évolution de Ford, sur son accession à la couronne de Le Mans. Et je pense que Le Mans 66 c'est beaucoup plus parlant que Ford versus Ferrari, où tu dis ok, déjà ça c'est pas forcément à l'oreille de tout le monde, ça va pas forcément sonner sport, ça peut sonner commercial, ça voiture pour les puristes, voilà, mais ça va pas forcément sonner sport. Alors que Le Mans 66, t'as la date et le lieu, quoi. Donc tu sais exactement de quoi ça va parler. Le Mans, tout le monde connaît Le Mans. Voilà, Le Mans, on sait qu'on va pas parler des rillettes. Et Ferrari, c'est un peu plus puriste entre soi. Mais là, restreint. Mais en tout cas, c'est un film. Pour le coup, c'est un des derniers films que j'ai vu au cinéma. Enfin, même s'il date un petit peu, je ne vais pas non plus très souvent au cinéma, mais c'est un des derniers films que j'ai pris énormément de plaisir à voir au cinéma. Il était extraordinaire. Et je trouve que c'est un des meilleurs films biopiques sur le sport qui est porté sorti. par déjà 2 grosses carrures, parce que Matt Damon, on le retrouve encore dans un autre registre, mais Christian Bale, il est extraordinaire dans son rôle avec cette désinvolture. C'est vraiment extraordinaire. Cette nonchalance des fois vous êtes les manias de l'automobile, mais laissez-moi, c'est moi le pilote, c'est moi dans la voiture. Sans spoil, les frissons et les larmes à la fin. Je te jure que c'est j'allais appuyer là-dessus, c'est un des rares biopics sportifs qui m'a mis la larme à l'œil, parce que je trouve que il y a une injustice à la fin, donc pour ceux qui voudraient aller voir l'anecdote sportive, on leur laisse ce plaisir-là, mais il y a une injustice à la fin donc de cette édition du Mans 66, des 24 heures du Mans en 1966, et ça m'a mis la larme à l'œil. Pareil. Et c'est terrible, j'ai pas souvenir d'avoir. C'est le film avec Niki Lauda et James Hunt qui est pas mal dans ça. Puis, alors, très bonne musique parce que Hans Zimmer qui a signé les partitions. Donc en plus de ça, je trouve que là pour le coup, contrairement à Le Mans 66 où j'ai été assez déçu de la musique, Rush pour le coup là par contre, j'ai trouvé que la musique était vraiment au service de l'histoire et des acteurs, de l'action, vraiment elle est à fond dedans, quoi. Cet acteur allemand, je sais plus comment il s'appelle, celui qui joue Niki Lauda et qui joue dans Goodbye Lenin. Daniel Brühl, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, il joue aussi dans Inglourious Basterds. C'est l'allemand hollywoodien. C'est le. Oui. Il y a lui et celui qui joue aussi dans. Celui qui joue aussi dans que Tarantino a utilisé des milliers de fois. Christophe Waltz. Voilà. Mais autrichien, mais c'est aux yeux des Américains. C'est plus de autrichien, américain, autrichien, allemand, c'est pareil. Aux yeux des Américains, presque. C'est Europe de l'Ouest, de toute façon. Calcule pas. Je crois qu'il parle français en plus. Christophe Waltz, il parle italien. Non, mais les deux. Daniel Brühl parle. Oui, lui, il parle. Mais c'est comme l'actrice. Je sais qu'il faisait son doublage français. L'actrice germanique qui fait souvent des films français aussi. Eh bien, je pourrais pas t'aider là. J'oublie. Ça me J'ai failli dire une bêtise, mais. Non, mais ça va revenir. Claudia Schiffer. Non, bah oui, mais non, mais récente. Récente. C'est pas grave. Claudia Schiffer. C'est pas grave. Tu as appuyé sur Rush, du coup, ça me permet d'introduire tout doucement ma 3e catégorie, en fait, puisque Rush en fait un peu plus partie pour moi. Un biopic sportif qui pourrait mettre en lumière un duel, une confrontation épique, entrée au fil du temps dans la légende et dans le sommaire des plus grands ouvrages dédiés au sport, ou bien même une révolution ou avancée majeure dans le domaine du sport. Par exemple, par là, j'entends donc plus dans l'esprit duel, il y a Borg McEnroe, qui a été un film que j'ai pas encore eu l'occasion de voir. Sincèrement, j'ai vu, mais avec Shia LaBeouf, et ça me fait marrer de voir la coupe mulet, le bandeau. Je me dis que c'est pas mal. Il y a eu aussi dans le même registre du tennis Battle of the Sex avec Emma Stone qui interprète Billie Jean King, et à l'époque des années 70 où vraiment Billie Jean King essayait de dorer l'image du tennis féminin sur le parcours américain, et un peu les femmes qui subissaient souvent des moqueries, surtout vis-à-vis de leurs homologues masculins.
Et Billie Jean King est allé jusqu'à défier une grande légende du tennis américain retraité qui lui prétendait qu'il pouvait battre n'importe quelle femme. Et finalement, elle arrive à le battre et du coup, elle fait taire des bouches et elle donne encore plus d'aura et d'importance grâce à cette bulle médiatique qui s'était créée. Aujourd'hui, elle a le nom de la Coupe du Monde de tennis féminine, porte son nom. Billie Jean King Cup. Ça, c'est déjà pas mal. Un peu plus récemment aussi, il y a eu Moi, Tonya, avec Margot Robbie, qui interprète Tonya Harding, la patineuse artistique, avec l'affaire de suspicion de triche et de manipulation au JO d'hiver, 94. Ouais. Et encore même, on parlait de Will Smith, Will Smith touche à tout. Là, on parle de la méthode Williams. Il était dans Mohamed Ali. C'est lui qui était nommé pour l'Oscar. L'Oscar, c'est déjà mieux. Oscar, ouais. Et dans un autre film où on le retrouve seul contre tous. Est-ce que ça vous parle, ça ? C'est un peu plus différent. C'est dans le genre de biopic sportif, mais qui s'attelle vraiment à un acteur du monde du sport, mais pas un sportif propre. Par exemple, Will Smith, là, joue un médecin, enfin, du moins un gars qui tourne autour du football américain et qui veut démontrer que les chocs tous les chocs subis post-carrière, ça me dit quelque chose. Voilà, créent des traumas et des troubles psychologiques, et il veut reconnaître ça pour qu'il y ait vraiment un vrai suivi de fait, alors que tout le monde dit non, ce n'est que pure spéculation. C'est ce qui avait fait polémique avec une équipe, avec l'équipe d'Afrique du Sud, je crois, de rugby aussi, qui avait connu beaucoup de commotion. C'est un truc qui est dans le rugby très très important. Il y a eu un reportage là-dessus, oui. Et c'est un sujet qui est... Les anciens joueurs de rugby qui sont devenus... qui sont décédés même, certains, il y en a qui sont morts très jeunes, d'autres qui sont handicapés carrément, parce que des problèmes cérébraux liés au... J'en avais rencontré un qui était complètement paralysé. En fauteuil. Psychologiquement, oui. Voilà. Et puis du coup, c'est comme ça que je résumerai les biopics sportifs. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Ah, je suis d'accord. Il y a un autre, il y a un film que j'ai vu récemment qui s'appelle The Blind Side, oui. Qui est extraordinaire. J'ai adoré. Alors, je ne me demande pas les acteurs parce que là, je les aurais pas. Et oui, mais je vais te le retrouver. Mais parle, vas-y, je vais te retrouver. Mais j'ai trouvé génial parce que c'est, alors pour le coup, c'est un biopic très intéressant qui reprend littéralement toute la vie. Ça te dit rien ? C'est toute la vie d'un footballeur américain. Avec Sandra Bullock. Très jeune, qui sort en fait des ghettos d'une ville, qui est pauvre, sa mère c'est une héroïnomane, enfin une héroïnomane. Elle a abandonné, il se fait recueillir par une famille de bourgeois. De la ville et en fait il réussit à accéder à une école et puis ils s'aperçoivent que dans cette école il est très très grand, genre il a par rapport aux autres enfants de son âge, il est très très grand, très très lourd, et un jour le gars qui s'occupe de l'équipe de football lui fait passer des tests, et en fait ils s'aperçoivent que c'est un monstre, et en fait c'est l'histoire d'un vrai gars qui finalement a gagné le Super Bowl et qui a eu une ascension monstrueuse dans sa vie, et c'est impressionnant, et je connaissais pas du tout l'histoire de ce gars parce que je suis pas non, mais c'est toujours ultra intéressant grâce à ces films là qui font vendre aussi l'histoire, toujours comme je l'ai un peu introduit, mais ils appuient vraiment des aspects pour faire très hollywoodien, mais au final le gars existe. On connaît pas son background en fait, et tu te rends compte de l'histoire, son palmarès, mais on comprend pas comment il en est arrivé là, et quand on t'explique les dessous de son enfance, de sa vie, tu fais c'est vrai qu'à moins qu'il ait écrit une biographie, mais c'est pas le cas de tout le monde, du coup c'est sa biographie en fait qui nous est contée. Mais je sais par contre l'acteur que tu cherches, alors j'aurais pas son nom. L'actrice c'était Sandra Bullock que je cherchais. Pardon pour moi. Mais alors pour le coup il y a un acteur, celui qui joue l'entraîneur, c'est également un acteur assez qui joue dans beaucoup de films, et notamment qui a joué dans Le Mans 66, qui joue un des ingénieurs du personnage interprété par pas Christian Bale, Matt Damon. Ok. Sympa. Très bien. Et moi, je vais finir avec une petite anecdote, une seule, puis comme ça, après, j'enchaînerai avec une pause musicale, puisqu'on papote bien. Pour info, parmi les films à ne pas traiter comme biopic, puisque là, on parle de films biographiques qui retracent des vrais faits ou qui s'inspirent de vrais faits, enfin, du moins qui sont purement sur des vrais faits. Rocky, vous connaissez bien la franchise Rocky. Le film n'est pas un biopic, à proprement parler, puisqu'il s'agit d'une histoire fictive. Par contre, aucun des personnages n'a réellement existé, même si Sylvester Stallone a puisé son inspiration du scénario d'un combat épique de l'époque. C'était Mohamed Ali qui défiait Chuck Wepner un 24 mars 1975. Il était inconnu à l'époque, ce gars-là, et il a tenu 15 rounds, et il a envoyé même Ali au tapis pendant le match.
à l'époque. Et du coup, au final, 28 jours de tournage plus tard et $1 million d'investissement, le film rencontre un succès immédiat à sa sortie en 76-77. 225 millions de dollars de recettes et 3 Oscars. Excusez-nous du peu. C'est pas mal. Pardon. Il s'est bien inspiré. Et en parlant de ce petit Rocky-là, je vous propose qu'on se quitte sur une musique d'un des derniers films de la saga qui est la tu suite. mets pas Eye of the Tiger? Non, je l'avais déjà mis dans d'autres émissions et du coup, j'ai Tu voulu changes un j'ai voulu petit peu, switch. tu fais de la Ouais, diversité. Voilà, exactement. Donc nous, on se quitte sur du Future, hein, le rappeur américain, avec le son Last Brief du film Creed. Donc. Et puis on se retrouve juste après. I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank now in the vault. You should have never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah. Yeah, you should've never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never been that bothered me. And these cold streets made a man of me. Knew a time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. Keep a young homie grounded. You never know where your motivation to come from. We do the most with these bras and pop shundun. They try to push you aside, you gotta fight some. I had a line on the thigh and now we buy guns. I want that number one spot, I'm like Icon. I got that beast in my eyes, I'm like Tyson. With my heart and my drive, I know I'm righteous. Keep some ice on me, rocky like bad boy. Once you win, you gon' want more. Set a tree and need an encore. I was down on my last when I found myself. I be a fighter to the end, to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I'll be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I came from them quarter waters. Every nigga in my gang unemployed. You fuck around, you must want a gang war. I got an old girl and I transport her. Trapping is a habit, I got Zans on me. I'm hotter than the flame, keep the fan on me. Catch me whipping up Hussein with them bands on me. I'ma kill the competition and I'm playing for keeps. You see water dripping off me, then catch it. I turned nothing into something, now I'm living. You neglected me, you know you shouldn't have did that. They was counting me out, you know you shouldn't have did that. You didn't recognize my drive, shouldn't have did that. Now I find every day I won't get it back. I just wanna be the champ for the misfits and the one that was saying I couldn't do it. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I'll be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I'll be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Who knew I would take it to a whole nother level? Who knew I would racing with the heart of a rebel? Shawty one checking for me, mama one checking for me. I hustle every day just so I can spend a check on you. You my dog to the end, I got so much respect for you. I watch you give up on me, but I never lost faith, did I? You didn't never hold me down, and I bought a new safe, didn't I? Paper plates flushing in their rafe, didn't I? I'm built with a new reputation. Blood, sweat, and tears in my new foundation. Obama on my main line, I can run the nation. On est de retour après cette petite interlude musicale donc, de Creed avec Last Brief. Nous, on poursuit. Deuxième thématique autour sport et cinéma. Cette fois, c'est Pavel qui va nous en parler un peu plus, qui s'est concentré, Pavel, sur le chemin inverse, sur les sportifs ou sportives qui ont fait leurs essais au 7e art, parfois concluants, parfois
pas concluant. Bon, ça sera à vous de juger, mais en tout cas, oui, on a pu trouver aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs des sportifs qui se sont donc essayés sur l'écran et donc le 7e art. Donc voilà, ils sont anciens sportifs émérites et c'est un peu une rédemption pour eux derrière l'écran. Vous les connaissez sûrement, qu'ils soient américains, français ou d'une autre nationalité. Ils se sont essayés au cinéma, voire même aux séries télé, on en parlera à la fin. L'exemple le plus marquant, c'est, si l'on peut dire, celui de Michael Jordan, ancien basketteur américain des Chicago Bulls et multiple MVP, donc meilleur joueur de la saison en NBA. Outre un rôle dans une série, en France il y a un équivalent je crois, Ma famille d'abord, c'est en 1996 qu'il s'illustre dans Space Jam où il joue en fait son propre personnage, entouré des Looney Tunes. Alors je vous laisserai aller le revoir si ça vous intéresse, le tout dans un décor de basketball. C'est vraiment un de ses plus gros succès au cinéma. Toujours aux États-Unis, mais avec des racines autrichiennes cette fois. Il y a Arnold Schwarzenegger, qui a été donc culturiste, donc c'est quelqu'un qui faisait vraiment du bodybuilding, puisqu'en fait c'est... Ah, c'est pas du yoga lui à la base, non? Ça c'est Van Damme. Je me dis, c'est Van Damme. Tu confonds avec JCVD. et donc Schwarzenegger avait été récompensé 5 fois, par exemple, de Mister Univers. Donc le célèbre bodybuilder, il a également été dans la politique, gouverneur de Californie, mais avant la politique, il s'était essayé au cinéma. On peut le voir dans Conan le Barbare, c'est un célèbre film des années 80, 1982, mais surtout dans 5 des 6 numéros de la saga Terminator. Et encore plus récemment, il y était, en 2019, dans Terminator Dark Fate. Alors, on se demandera pourquoi il a été choisi. Il est musclé, il est grand. C'est évidemment le rôle parfait pour un film d'action comme Terminator. Il fera même une apparition, puisqu'on est toujours dans ces films d'action, dans les Expendables en 2010. Voilà, rien que ça. Un petit peu de français, parce que oui, il y en a du côté français, c'est surprenant. Alors, on a... pour la petite anecdote, peut-être avant de parler d'Éric Cantona, on a Dominique Rocheteau, l'ancienne gloire de Saint-Étienne, je pense, pour les puristes, qui a pu jouer dans un film, un drame, Le Garçu, avec Gérard Depardieu. Incroyable. Voilà. J'ai pas du tout l'anecdote, alors c'est fou. Voilà. Donc il a joué en 1995 avec Gérard Depardieu. C'est un de ses seuls films, Dominique Rocheteau, l'ancien joueur stéphanois, avec Gérard Depardieu. Et Elisabeth Depardieu. Et Gérard Depardieu, c'est pas du tout un de ses seuls films. Non, alors là, franchement, non. Et puis c'est pas un sportif non plus. Alors, sportif on l'aurait vu sur la morphologie, mais après, ça joue pas en sa faveur, disons, voilà. Voilà, c'était la petite anecdote sur Dominique Rocheteau. Sinon, on pense un petit peu à Éric Cantona, ancien footballeur, icône de Manchester United en Première Ligue. Il n'a pas tardé à se reconvertir. Lui, de toute façon, il a tout fait. Il a fait de la musique, de la politique. Enfin, il a vraiment tout fait. Et le cinéma, alors il y a plein de films qu'il a pu faire, pour ceux qui connaissent vraiment Papillon Noir, Elisabeth, mais surtout, il y a les Kaira. Alors, c'est marrant de l'avoir vu là-dedans, en 2012, où il interprète un entraîneur de foot. C'était un film produit par Franck Gastambide, qui produit de nombreux films actuellement, notamment la série Validée sur Canal+. Et il prêtera même sa voix, ça c'est plutôt dans le domaine des dessins animés, dans Moi Moche et Méchant 2, en 2019. Et pour l'anecdote, j'ai pu la voir, cette série. Il a joué dans une série en 2020 qui est sortie sur Arte, la numéro 7 de la TNT, qui se nomme Dérapage. Et là, il a vraiment sorti totalement du monde du sport, puisque c'est une série qui illustre le monde du travail, sa cruauté, ses dérives, donc ses dérapages, où il prend même une prise d'otage, bien dans le style de Cantona, caractère bien affirmé et plutôt dans son élément. Et puis on pourrait citer également Brahim Asloum. Ça rejoint un petit peu, tu parlais des films sur le sport. Lui, il a décidé de consacrer un de ses films dans lequel il a interprété, alors juste peut-être avant de parler du film, c'est un ancien boxeur, donc Brahim Asloum, qui est le champion olympique à Sydney en 2000, et puis champion du monde dans la catégorie poids mi-mouche en 2007. Donc c'est le seul d'ailleurs boxeur français qui a accumulé titres chez les amateurs, donc aux Jeux Olympiques, et titres professionnels en boxe. Et donc il interprète le rôle dans un film Victor Young Pérez. En fait, c'est assez marrant parce que c'est un boxeur dans les années 20, un jeune boxeur tunisien qui a été un des prodiges, un des plus jeunes champions du monde de l'histoire de la boxe. Et donc voilà, il interprète son rôle. On peut aussi citer Karim Abdul-Jabbar, qui a été, si on revient parmi les stars, Karim Abdul-Jabbar, le basketteur américain qui
avait été notamment aux côtés de Bruce Lee. Et on a appris qu'il a appris à utiliser les arts martiaux avec Bruce Lee. C'est pas mal ça comme formation. Je trouve que... Voilà, oui. Bruce Lee qui a d'ailleurs lui-même été avant tout un sportif, même s'il n'a pas fait beaucoup de compétitions internationales, etc., mais qui était d'abord un sportif avant de devenir le grand acteur qu'on connaît. Et puis donc Karim Abdul-Jabbar, il a joué dans des films que vous connaissez peut-être, Le jeu de la mort, ou encore Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Y a-t-il un pilote de l'avion, c'est très drôle pour ceux qui... titre originel, Airplane, et il joue un des copilotes. À un moment donné, il y a un gamin qui vient le voir, il fait « mais vous êtes Karim Abdul-Jabbar ?» Il fait « non ». Il monte son petit truc, il fait « non, moi c'est, je sais pas, Joe, je sais pas ». Et l'enfant fait « si, je vous reconnais, vous êtes Karim Abdul-Jabbar ». Il fait « non, parce que je te dis que je suis Joe ». Et comme c'est une grosse comédie, à un moment donné, le gamin fait... Et il dit même plus non, mais si vous êtes, il fait mon père trouve que vous êtes nul et que vous avez loupé votre saison. Bah ton père, tu vois, Et puis si on peut citer un dernier exemple, puisqu'on parlait souvent de football américain, O.J. Simpson, qui a été un des grands footballeurs américains dans les années 70-80, qui a notamment joué dans La Tour Infernale. Voilà. Donc, c'est pas mal. Pour anecdote, moi perso sur Space Jam, parce que j'en ai une autour du film, et j'en ai une très perso. La très perso, c'est que Space Jam, j'ai eu la chance pendant mes 0 à 17 ans d'avoir encore une arrière-grand-mère. Et quand j'allais chez elle, il y avait un petit poste à l'ancienne, tu vois, dans une pièce pour regarder que des cassettes. Et une des 2 cassettes VHS qu'il y avait, c'était Space Jam. Je ne connaissais, enfin ça m'intéressait pas plus, mais je regardais parce que avec ça. Et finalement, du coup, le film, je le connais super bien parce que autour de mes 5-6 ans, les fois où j'y allais, on nous disait allez regarder un truc sur la télé. C'était il y a 2 cassettes et on s'achetait plus. La deuxième, c'était quoi ? Un Disney, je crois. La Belle et la Bête ou Dinosaure, un truc comme ça. Mais Space Jam, du coup, je le regardais comme ça, quoi. Et vas-y, pardon. Continue. Sinon, pour toujours de Space Jam sur une petite info du film. Donc, film porté par Michael Jordan. Et le film regorge donc d'autres sportifs du basketball américain. Dans le film, on aperçoit en fait qu'ils deviennent ses coéquipiers pour le film. Charles Barkley, Patrick Ewing, Larry Johnson, Shawn Bradley et Muggsy Bogues qui sont aussi là. Donc, mine de rien, il y a un cast. C'est un film dédié au basket. Donc, en même temps, autant prendre des basketteurs. Ça peut être utile. Tous les poteaux. Mais... il y a un plan aussi avec Larry Bird aux côtés de Bill Murray, pour ceux qui sont un peu plus attentifs. Et l'acteur, donc Bill Murray, porte dans cette scène une casquette des St. Paul Saints, franchise de baseball dont il était le propriétaire à l'époque en fait. D'accord. Il s'est fait une pub à lui-même. Ouais, et c'est la vanne dans la vanne, quoi. C'est du sport dans le sport. Voilà. Okay. Voilà pour l'info. Donc vas-y, tu voulais. Et ce que je voulais dire, c'est que quand tu avais annoncé les thèmes au début pour préparer cette émission, quand tu nous avais parlé des sportifs qui rentrent dans le cinéma, il y a 2 choses qui me sont venues en tête immédiatement. Les catcheurs, avec en tête évidemment The Rock, Dwayne Johnson, ou même John Cena qui d'ailleurs a remplacé The Rock dans le rôle du gros musclé un peu teubé dans les Fast and Furious. Non, les Fast and Furious. Et puis même dans The Suicide Squad très récemment, même il fait des vrais trucs. Oui, c'est vrai. Il a sa série même, son personnage, c'est fou. Et les 2 autres sportifs qui me sont venus en tête, c'est dans Mission Cléopâtre. Ah non, pas dans Mission Cléopâtre, dans Astérix Obélix aux Jeux Olympiques, où tu as Zidane et Tony Parker, qui jouent d'une certaine manière leur propre rôle, que je trouve assez rigolo comme insertion, comme ça, de manière... Parce que après, de toute façon, les sportifs jouent assez globalement et fréquemment leur propre rôle au cinéma. Ça arrive des fois qu'ils fassent une petite apparition, typiquement. C'est vrai, on en parlait, mais Tony Parker, il a fait des apparitions dans plusieurs films, et c'est souvent que les joueurs, les sportifs de manière générale, jouent leur propre rôle. Ils sont souvent invités à faire ça, C'est ça. Et c'est vrai, Zidane, je me souviens de la scène là maintenant. Je vois, parce que James Debbouze se fait humilier de toutes parts, de toute manière. C'est la vanne. Le film est un boudin, pour pas gâcher les mots. C'est rigolo, il est pas c'est très, bien, très... mais en vrai, la scène de fin, c'est presque la meilleure scène du film, puisque juste tu vois Jamel se prendre tout, et puis t'as Elise Semoun derrière avec ses conseillers. Je vais appeler ça le main ball. Le main ball. Il manquait plus que Karabatic à l'époque, mais oui, exactement. En fait, je dis que 2008, les experts, c'est à la limite. Zidane, c'est peut-être plus marquant. Pour pas vexer Karabatic, c'est plus marquant. Non, c'est surtout que je viens de capter que le film à sa sortie, ils sont pas encore champions olympiques les Français, je crois. Donc en fait, c'est pour ça, les experts sont pas encore les experts. Donc, c'est vrai. Mais il y aurait eu un autre Astérix, ça aurait été drôle, tu vois, le handball. Mais c'est ce qui m'était venu en premier dans la tête en tout cas. Il y a un second aspect qui m'était venu en tête, c'est l'inverse.
des acteurs, quand on parle de sport aussi dans le cinéma, c'est des acteurs qui s'imposent du sport énormément pour rentrer dans des rôles. Pas forcément des rôles de sportifs, pas forcément des rôles pendant des biopics ou quoi, mais voilà, c'est aussi le sport dans le cinéma. Je trouve que c'est important de souligner ça. Pour les arts martiaux, enfin surtout les scènes de combat arts martiaux, il y en a certains. Robert, pour l'anecdote, Robert Downey Jr. qui joue Iron Man. Déjà, pour être Iron Man et enfiler le costume, il faut avoir une sacrée carrure, et puis il a dû prendre du galon, du muscle. Mais même avant ça, à l'époque, quand il jouait dans les Sherlock Holmes, je ne sais pas si vous avez déjà vu Sherlock Holmes. Bien sûr. Robert Downey Jr., du coup, le personnage de Sherlock Holmes, d'après des ouvrages et d'après des trucs, on dit, maîtrise du coup un art martial. Et en fait, c'est un mélange de Krav Maga, de Jiu-Jitsu. Et en fait, déjà, Robert Downey Jr. avait les bases de ça. Lui, dans son hobby à côté, c'est de faire ce sport de martial-là. Avec Guy Ritchie, avec le réalisateur et tout, ils ont retravaillé ça. Il a vu des vrais professionnels. Et du coup, ils ont créé C'est pour ça qu'il est si bon dans les scènes de combat dans Sherlock Holmes. Enfin, que c'est vraiment très convaincant, quoi. Et c'est tous les coups qu'il fait, il les fait. En fait, quand on te met les scènes ralenties, en fait, à la base, elles sont filmées à vitesse réelle. Mais du coup, quand il fait un claque, un coup et un machin, c'est maîtrisé, mais c'est fait. Extraordinaire, je savais pas ça. Robert Downey Jr., du coup, tu te dis, le gars, tu le croises dans la rue, il te calme, en fait. Il a pas besoin de bodyguard. Non. Ça me fait penser au film récent, 5e set, au tennis. Je l'ai pas encore vu et j'ai envie de le voir. Il est arrivé sur Alex Lutz. MyCanal. Alex Lutz a fait 4 mois, voire plus, d'entraînement intensif de tennis pour ne pas donc avoir doublé les scènes, même si on sait que c'est joué, que voilà. C'est coupé, recommencé. Forcément, voilà. Mais ça reste une prouesse en soi. Il y a un travail qui a été fait de plusieurs mois pour que et ils ont décidé d'ailleurs face à lui. Parce que, vous verrez le scénario, mais face à lui, il y a un jeune tennisman qui joue. Ils ont pris un vrai tennisman du circuit professionnel pour jouer ce rôle. C'est marrant. Et donc, avec Alex Lutz, à Roland-Garros, il y a eu le tournage. Donc, c'était sympa, ça aussi. Tu parlais des gens, des acteurs. Alex Lutz s'entraîne. Et ça me permet de rebondir, juste avant de pouvoir faire une petite pause musicale, une autre anecdote, si vous me permettez. Oui, je te permets. On te permet. Là, vous voyez pas, mais je les montre du doigt en attendant qu'ils acquiescent. Pour le film Ali, comme beaucoup d'acteurs et actrices qui jouent un rôle donc d'un sportif ou d'une sportive, on a besoin souvent d'une carrure musclée, de montrer une apparence, surtout quand le sport le dispose. J'imagine que pour le football américain, pas forcément, il faut aussi être grand, taillé, mais en fait, finalement, c'est beaucoup de muscles. Il y a une prise de masse souvent obligatoire, et c'est le cas de Will Smith, qui a dû prendre 17 kilos à l'époque pour le film Ali. Okay, mais le plus dur fut pour lui d'adopter la mentalité et l'intensité, ainsi que la gestuelle de Mohamed Ali, mais il allait tellement loin dans l'entraînement que l'ancien entraîneur d'Ali, Angelo Dundee, et conseiller technique du film, assurait reconnaître dans certaines séances d'entraînement son ancien protégé. C'est fou. Alors là, par contre, oui, c'est... Dans sa gestuelle, il l'a fait. Putain, ça, je vois Ali encore le faire il y a 20 ans. Tu vois, ça, c'est dingue, mais je pense que les 17 kilos, moi, ça me paraît encore plus dingue. Ouais. 17 kilos, c'est un truc de monstre. En combien de temps on sait ça ou pas? Un tournage, souvent, quand un acteur, entre le moment où il peut avoir un rôle et la sortie d'un film, il peut y avoir un an et demi. Donc... Ça, tu vois, ça me rappelle un peu Tyler Lautner entre les Twilight. Les Twilight. Dans le 1, c'est quelqu'un lambda. Dans le 2, le gars, il a pris... c'est devenu un bodybuilder. Si vous voulez, juste pour conclure, comme ça je fais vite, j'ai pris 3-4 exemples. En parallèle, De Niro avait pris 30 kilos pour son rôle de Jake LaMotta dans Raging Bull. Pour $1 Million Baby de Clint Eastwood encore, c'est Hilary Swank qui interprète une boxeuse. Elle a pris 9 kilos quand même de muscles. Entre autres, il y a 13 kilos même pour Tom Hardy pour le film Warrior. Un entraînement quotidien de 2 heures de boxe, 2 heures de chorégraphie, 2 heures de Muay Thai et 2 heures de muscu. Oui, c'est son quotidien. Quoi. De muscles, tu fais bien de dire de muscles, parce que c'est ça qui est encore plus bluffant, c'est prendre du muscle. Prendre de la masse, c'est facile. Tu manges beaucoup, tu manges mal. Ça dépend des morphologies, c'est vrai. Mais voilà, si tu manges mal, si tu manges beaucoup, tu dépasses le taux de calories par jour, c'est pas compliqué. Mais là, on parle de muscles. Donc là, c'est encore plus difficile. Et pour finir, dernier exemple que j'avais noté exprès. C'est fou, j'ai l'impression de vous liser dans mes textes. C'est l'inverse. C'est ceux qui ont peut-être dû perdre un petit peu pour interpréter. Et lui, c'est un cas extrêmement spécial. Tu l'as dit tout à l'heure. Pour Le Mans 66, Christian Bale a déjà la fâcheuse habitude d'adorer jouer avec son poids et sa courbe. Il devient obèse, il devient maigre, il devient musclé pour Batman. C'est vrai qu'il a des silhouettes très changeantes dans ses rôles. Pour rappel, juste avant Le Mans 66, il y a un film dans lequel il sort, ça s'appelle Vice. Il est obèse en fait, sur la pochette on le voit, il joue une sorte de Winston Churchill très très obèse et gros. Et il a vraiment pris des vrais kilos là, il n'a pas eu de prothèse. Et donc du coup, pour enchaîner sur Le Mans 66, il a dû se délester de 30 kilos.
Surtout que dans le Mans 66, il est creusé, quoi. Ouais, pour jouer Ken Miles, il est creusé. Tu vois les joues avec des pommettes saillantes. Cet acteur, il est fou. C'est juste pour ça. Tom Hardy et lui, c'est des. Ouais, Tom Hardy aussi, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de yo-yo dans ses rôles. Malheureusement, avec Bane. Ils le paieront un petit peu après, parce que quand tu fais joujou avec ton corps, surtout au niveau de la morphologie. Mais c'est impressionnant. Mais bon, après, c'est une adaptation qui permet à des acteurs de devenir, d'avoir des rôles. Parce que tous les acteurs, je pense, au casting, ne seraient pas prêts à faire ce sacrifice-là, de prendre 17 kilos. C'est là que tu te rends compte que c'est effectivement que c'est un investissement. C'est jusqu'à où tu es prêt d'aller, jusqu'où tu es prêt à aller pour obtenir un rôle. C'est un vrai travail. Parce que sur le papier, on te le dit, tu vas devoir prendre ou perdre tel poids. Et c'est impressionnant. Très bien. Et ben moi, je vous remercie déjà pour toi, Pavel, hein, petit thème. On se quitte sur une seconde musique. J'ai choisi une autre musique de film, à savoir Chocolozza, du film Invictus, que je vous propose d'écouter juste à présent. Et puis on se retrouve pour conclure avec la partie Hugo sur Netflix and Chill et compagnie, sur les docus et séries. À tout de suite. On est de retour pour finir et conclure cette émission Sport et Cinéma. C'est au tour d'Hugo. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je sais pas. Tu sais quoi? Moi, je m'en fous. À 23h45, il pète une durite, le gars. Hugo, je vais te laisser, du coup,
parler de ton thème, dernier thème de cette soirée. Oui, tu m'as mis en charge des documentaires sportifs. Et c'est pas sympa d'annoncer que je t'ai mis en charge. Non, en vrai, j'ai volontairement choisi ce thème-là parce que c'est un thème avec lequel je suis plutôt à l'aise par rapport aux autres. On l'a d'abord abordé en introduction. C'est vrai qu'il y a une énorme production de films documentaires et surtout de séries documentaires depuis plusieurs années maintenant. Lié beaucoup, on le sait, aux plateformes de streaming, notamment Netflix en tête, mais on verra que Amazon Prime Video ne sont pas en reste, ni Disney+, ni Canal+, d'ailleurs, en France. Ils sont même pionniers, Canal et puis Canal Amazon. sont plutôt pionniers, mais en tout cas, à l'échelle mondiale, Netflix, aujourd'hui, sont vraiment les grands leaders. Alors, j'ai, comme toi, Adrien, 4 catégories de documentaires. D'abord les documentaires sur les sportifs, le rôle des séries qui est aujourd'hui capital dans le monde du documentaire dans le sport, les documentaires sur le monde du sport plus général et les à côté du sport, et surtout aussi les documentaires sur les sports extrêmes qui est à mon sens un terreau très fertile pour faire des œuvres cinématographiques. J'ai beaucoup d'exemples comme ça de documentaires, reportages sur des sports extrêmes qui donnent lieu à des super belles images et qui ont un côté un petit peu plus artistique et plus travaillé, je trouve, que les documentaires classiques. Alors d'abord, les documentaires sur les sportifs. En tête de liste me viennent comme ça le documentaire sur Antoine Griezmann sur Netflix, ou alors le documentaire sur Schumacher sur cette plateforme aussi qui est sorti très récemment, ou encore le dernier documentaire de Canal+ sur Romain Grosjean sorti en octobre dernier, sur lequel il retrace la carrière de Romain Grosjean en IndyCar de l'année dernière. Enfin, c'est pas sa carrière, mais en tout cas sa saison dernière. Je trouve que ces documentaires-là sur les sportifs ont un truc particulier par rapport au biopic, c'est qu'ils t'apportent vraiment la vérité, les vrais éléments. Le seul petit défaut que je peux leur donner souvent, c'est le romance. Enfin, quand c'est trop romancé, quand ils viennent apporter un petit peu de faux et trop d'Hollywood dans le documentaire, qui, à mon sens... ça, en gros, tu t'attends à le voir au cinéma, mais t'as pas envie de le retrouver dans le documentaire. Exactement. Par contre, c'est un élément qu'on retrouve de plus en plus, et c'est l'une des limites que je pense tu avais en tête, Pavel, tout à l'heure quand tu m'as dit qu'il y avait peut-être un peu trop de documentaires. C'est un des biais et un des éléments pervers, je trouve, qu'il y a dans les séries. Et transition toute faite, je trouve que, évidemment, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de séries qui sont produites. Des séries documentaires avec celle que j'adore le plus, évidemment, que je porte dans mon petit cœur tout mou, qui est Drive to Survive, évidemment. On attend ton recap saison 4 pour une prochaine émission. Laisse-moi finir tranquillement la série déjà, la saison 4, et puis après je ferai un recap. Mais voilà, c'est donc Drive to Survive, The Last Dance, et d'ailleurs Amazon Prime Video vont sortir une série documentaire dans le même style que Drive to Survive, mais sur la MotoGP. Ah oui, j'ai vu. Dans quelques semaines, je crois que ça sort. Et mieux que ça, tu auras du tennis et du vélo aussi. Tour de France sur Netflix. Qui a signé, et même tout le circuit de tennis a signé, ça a commencé dès l'Open d'Australie avec les caméras. Donc on sent vraiment que c'est des choses qui ont vraiment le vent en poupe. C'est en train d'exploser, de prendre beaucoup. Je pense qu'on s'accorde sur les limites. Exactement. Et il y a beaucoup de choses qui sont produites. Alors certaines fois, c'est assez bien fait. Comme The Last Dance, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, et certaines autres fois un peu moins bien, avec des éléments qui sont faussés ou en tout cas romancés, comme je l'ai dit, et c'est un petit peu dommage. L'autre élément qui ressort beaucoup dans les séries, c'est les à côté. Et nouvelle transition toute faite. Oh là là, travailler. Je trouve qu'il y a beaucoup aussi de documentaires qui sortent de plus en plus sur justement ces à côté, les aspects extra sportifs. Les deux qui me viennent en tête directement comme ça, c'est Icar, le documentaire sur le dopage, qui a fait un petit boom quand même dans le monde du sport quand il est sorti. Et en France, le documentaire de Marie Portolano, Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, qui parle alors dans le milieu du journalisme, mais le journalisme de sport malgré tout. Et tous les problèmes que les femmes peuvent connaître dans ce milieu très macho. Sachant que maintenant, dans journalisme va avec en sport. Hein. Le journalisme sport va avec consultants. Tout à fait. Ces consultants sont pour des anciens sportifs. Tu peux subir aussi un mauvais rapport avec eux. Et ça fait partie de toute façon des à côté, puisque le sport ne peut pas exister aujourd'hui sans les médias qui permettent de le faire vivre aussi bien que ça. C'est des documentaires qui souvent permettent ceux qui viennent à côté du sport, l'extra sportif, très souvent, comme les deux exemples que j'ai pris, et c'est pour ça que je les ai pris, c'est des exemples qui viennent contrebalancer, qui viennent apporter une polémique, ou en tout cas soutenir
quelque chose qui est un petit peu sous les fagots, sous-jacent et qui fait partie des choses qu'on aimerait un petit peu cacher, enterrer bien profondément un peu faire oublier et finalement ça ressort, on remue un peu et on se rend compte qu'il y a des éléments qui sont pas forcément exactement. L'exemple parfait, c'est Élise Lucet quand elle a sorti un documentaire reportage de Cache Investigation sur le docteur Mabuse, un grand une sorte de médecin aux pratiques douteuses et qui a envahi le peloton cycliste pendant plus de 15 ans, et elle est allée à la rencontre des cyclistes et même de ce personnage, mais qui est complètement bluffant, quoi. T'as l'agence antidopage qui te dit on ne peut rien face à ce monsieur, qui te donne des gouttes, des trucs que tu donnes à des chevaux normalement, qu'il y a des cyclistes, ils se sont dopés à ça, qu'ils n'assument plus, qui n'assument pas, et comme tu disais, ça ressort des trucs qu'on voudrait enterrer très profondément. Complètement. Quand elle est allée chercher les cyclistes chez eux, qui leur a dit monsieur Lloyd Mondori, un ancien sprinter d'AG2R qui avait été suspendu, ah bah tiens, vous étiez avec Docteur Mabuse, machin, il vous a donné des gouttes, et il y a même et c'est ça qui est marrant, c'est aussi peut-être une autre forme de reportage, peut-être que tu as entendu parler, immersive, des journalistes qui se mettent à la place des sportifs et qui disent moi je suis cycliste, je suis sportif, et le docteur Mabuse, Bernard Sainz, un peu caméra cachée, voilà, et qui elle a testé les gouttes, les fameuses gouttes, tout ça, qui ont après été voir que finalement c'était plein de produits dopants, plein de trucs dégueulasses pour l'organisme. Et c'est marrant, ouais, tu parlais de trucs qu'on veut vraiment enfouir et qui plaisent pas, qui font polémique, et là moi je me souviens de ce reportage, ça a vraiment fait dans le sport, c'est souvent le dopage. Ces dernières années, il y a aussi un petit peu les affaires d'agression sexuelle, de sexisme qui ressortent, parce que c'est les éléments qui sont avec Marie Portolano qui l'a ressorti dans le milieu du journalisme. Totalement. Tout à fait. Et ce dont tu parlais, le cache investigation d'Élise Lucet, ça me faisait aussi penser à l'enquête menée par France TV Sport sur les moteurs, le dopage mécanique avec les moteurs dans les cellules moteurs dans les vélos. On a plein d'autres exemples. Stade 2 Stade 2 sur France 3 maintenant, a une grosse cellule de reportage, et je pense petit coucou à Thierry Vildary. C'est eux qui ont fait cette enquête sur les moteurs dans les vélos. C'est drôle aussi depuis quelques temps là, cette transition enfin pas une transition, mais ce nouvel aspect que prennent les médias d'être un peu la police du sport, ou d'être un peu. En tout cas, ils retrouvent peut-être un but journalistique qu'ils perdent à certaines occasions. Le but du journalisme et de l'investigation en elle-même, c'est vraiment de fouiller, vraiment, et de remuer ce que disait Hugo, ce que les gens voudraient enterrer très profondément et à jamais. L'enquête. Et parce que si il n'y a pas ces journalistes, on ne le sait pas. Non. On ne sait pas qu'il y a un mec qui prescrit des gouttes de dopage à des cyclistes pendant 15 ans dans le peloton, et que, tu vois, et c'est ça, le public a le droit de savoir, et t'as ces journalistes-là, donc petit coucou à Thierry Villary, qui notamment dans l'athlétisme avait fait un grand focus sur aussi l'affaire Clémence Calvin, un truc fou où t'as son compagnon qui fait de l'athlétisme, qu'ils étaient en Tunisie, que t'as l'agence anti-dopage française qui sont venus les chercher, et ils ont refusé, il a frappé les inspecteurs de l'agence antidopage, et que tu vois, il y a une enquête derrière tout ça, que Thierry Villary avait vraiment creusé là-dessus via un reportage, et on s'était rendu compte que oui, elle avait menti, et que oui, ils s'étaient cachés parce qu'ils avaient quelque chose à se reprocher en Tunisie en plus. Des scénarios rocambolesques. Tu vois, moi je trouve à titre personnel que ce type de reportages sont plus intéressants que les séries, et je pense qu'on peut en parler comme Drive to Survive, où tu as les saisons 1 et 2 qui sont pour moi très prenantes. Qui sont prenantes. Je peux pas être d'accord avec toi, Pavel, mais c'est un phénomène. C'est un phénomène parce qu'il y a très peu de contenu aujourd'hui, notamment en France, qui sort sur la Formule 1, et que d'un coup, tu as une série entière avec 7-8 épisodes qui sortent sur la Formule 1, et tu dis, ok, d'accord, il y a eu un truc sur la F1, c'est cool. Je me permets de te contredire, il y a eu un truc sur Canal pendant le confinement. Toutes les rétros des saisons de 2013. Non, mais Canal, ça fait 15 ans, ça fait 10 ans depuis qu'ils ont les droits qu'eux ils font ça. C'est vrai, et c'est vrai que quand c'est ressorti sur YouTube, parce que c'était accessible qu'aux abonnés de mémoire, quand c'est sorti sur YouTube, que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu avais ta petite rétro de 2013 à 2019 ou 2019, moi je trouvais que ça avait une hype. Et quand je te dis saison 1 et 2 pertinentes, parce que quand tu demandes à des jeunes fans de Formule 1 comment ils ont connu la Formule 1, ils te disent Drive to Survive. Tout à fait, mais ça, par contre, c'est un des éléments que je donne sincèrement, j'avoue que ça m'a aidé à me plonger un peu plus dans... totalement. Mais oui, tout à fait. Mais c'est juste que après, ça a un petit peu dérivé, et surtout que... C'est trop romancé. Je remettrai jamais en cause et en question le fait que Drive to Survive a redonné de l'intérêt à ce sport. Attirer un nouveau public. Mais de toute façon, il y a beaucoup de... The Last Dance, en France, la NBA...
C'est pas un sport qui est ultra populaire non plus. C'est populaire, mais c'est pas. Voilà. Je trouve que The Last Dance, ça a permis de. En tout cas pour moi, ça m'a permis de mettre un petit pied un petit peu dans la NBA. Avec des images que j'ai trouvées extraordinaires sur Michael Jordan, dont je connaissais la carrière de très loin, et d'avoir vu ce documentaire, c'était. Voilà, donc c'est aussi le principe de le bon côté du documentaire, et notamment des séries documentaires, je trouve, c'est si on peut leur donner un bon point, voilà, la découverte, mettre le pied dans l'étrier, en fait. Ça permet vraiment de faire ça, à mon sens. Okay. Et puis tu avais un quatrième. Un petit dernier. On va passer des médias au cinéma. On va retourner sur le cinéma, mais là, par contre, le vrai cinéma, ce que je considère comme, le vrai cinéma, ça fait un petit peu prétentieux de dire ça, mais ce que je vais considérer, qu'on va dire comme le cinéma comme un objet d'art et moins un objet de consommation plutôt, avec donc les documentaires sur les sports extrêmes. Alors très souvent c'est des documentaires à petit budget, faits par des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui mettent pas beaucoup de moyens, mais qui en tout cas y mettent du cœur, je trouve, et c'est toujours intéressant. Le premier qui m'est venu quand j'ai pensé à cette catégorie-là, c'était L'Homme Dauphin, qui revient sur les traces de Jacques Mayol, l'apnéiste, qui avait battu le record du monde d'apnée, de profondeur en apnée à l'époque, dans les années 90, je crois, 80 ou 90, et qui a donné lieu à des super belles images. Tout ce qui, de toute façon, les sports extrêmes donnent lieu à des super belles images, parce que des images inédites auxquelles on n'est absolument pas habitué du tout. Un autre documentaire, vous l'avez peut-être vu, celui-là, c'est Free Solo. C'est un documentaire sur celui qui a... Alors son nom m'échappe, mais c'est un homme qui a gravi sans corde une falaise immense de plusieurs centaines de mètres en Amérique du Sud, dans la cordillère des Andes. Sur Disney+. Elle est sur Disney+, tout à fait. Et produit par Nat Geo Wild, je crois, ou en tout cas les droits rachetés peut-être par Nat Geo Wild, mais en tout cas c'était pareil, c'est des images spectaculaires qui donnent le vertige, qui donnent les mains moites si vous avez un petit peu la peur du vide. C'est l'exploit sportif dans toute son excellence. Voilà. Et un autre qui m'est venu en tête aussi, et qui m'a fait découvrir une compétition, c'est la course de l'extrême, qui parle de la course sur l'île de Man, qui est une course de moto en sidecar, où les mecs sont des grands tarés, ils partent à deux, donc un pilote sur la moto et un autre dans le sidecar, et ils vont à des vitesses folles sur les routes départementales de l'île de Man en Angleterre, et ça donne lieu pareil à des images spectaculaires qui donnent des frissons et froid dans le dos. Et du coup, je trouve que dans ces documentaires-là, dans ce type de documentaire-là sur les sports extrêmes, il y a vraiment un attachement à la belle image, une attention particulière donnée au beau plan, ensuite au montage aussi qui est très bien réalisé, des partenariats avec des musiques aussi qui sont très de circonstances souvent. Et je trouve que c'est une catégorie qui est très importante aujourd'hui, parce que c'est ce qui permet, en grande partie à mon sens, de faire vivre les sportifs extrêmes de leur passion, même si c'est des gros tarés. De récompenser leurs exploits. Puis leur donner de la reconnaissance. Voilà, c'est ça. La reconnaissance. Même si c'est des gros tarés que moi, personnellement, j'internerais. Je suis pas dans leur... Voilà, mais en tout cas, ça leur permet vraiment de vivre de leur passion, parce que ça leur permet aussi, même si c'est un gros investissement de temps et d'argent, de récolter aussi des fonds qui leur permettent de continuer leur travail, d'image, mais aussi de vivre de leur passion. Parce que derrière ça, tu as aussi des décors, on parle de falaises, ça fait redécouvrir des endroits qu'on ne connaît pas en Amérique du Sud. Mais juste pour finir sur ce sujet de reportage, donc ce qui est bien, voilà, c'est sur les sports extrêmes, sur les reportages, tu as un vrai travail, tu as une recherche, tu as quelque chose de développé. Et on n'a pas trop abordé ça, mais tant mieux. Tu as des séries sur Netflix, comme Drive to Survive actuellement, qui crée des rivalités, qui fait une sorte de romance. On l'a vu chez Movistar, ça a aussi fait une romance. Moi, j'espère juste, et c'est mon souhait pour cette catégorie-là, parce qu'on annonce qu'il y a du tennis et du vélo, qu'on ne va pas romancer et inventer des rivalités, des tensions. Oui, parce qu'après, c'est les sportifs qui payent... Et après, les sportifs ne veulent plus apparaître dans les séries. Hein. En F1, Verstappen a refusé pour la saison 4. Max Verstappen, champion du monde, refuse d'être dans la série. Ça veut tout dire. Pour donner un exemple pour ceux qui connaissent, le mec de Groupama FDJ en vélo, Marc Madio, t'as pas intérêt à le chauffer et à mettre dans la série qu'il y a une rivalité avec quiconque, tu vois, tu n'as pas à dire ça. Et au tennis, un mec comme Rafael Nadal, t'as pas intérêt non plus à lui inventer une rivalité. Donc c'est ça, voilà. Espérons que les reportages là-dessus soient à la hauteur, parce qu'on crée un public consommateur du sport. Mais il ne faudrait pas non plus qu'on se détache de la base à force de vouloir trop romancer et peut-être rendre ça trop beau, trop paillette, alors qu'en réalité, c'est bien plus complexe de ça et c'est pas blanc ou noir. Super. Voilà. Un mot pour finir. Juste que, voilà, moi, si je devais en citer une préférée de catégorie perso, ce serait plutôt la dernière
que j'aime beaucoup. Il y en a très peu qui sortent. En tout cas, j'ai accès à très peu de documentaires, mais à chaque fois qu'il y a des documentaires de ce type-là, je prends beaucoup de plaisir à les regarder parce que c'est vraiment voilà, la beauté des images, c'est toujours spectaculaire. Allez, on va finir comme ça sur une reco. Une GoPro, Adrien, puis on est parti sur l'Himalaya. Là, on va faire un petit exploit sportif. Hein, ouais, je suis déjà Mont Blanc. Comment c'est ? Une petite reco pour chacun. Du coup, toi, c'est ta reco ? Ah, si je devais faire une reco, toute catégorie confondue de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, en lien avec le Mans 66. Le Mans 66. Sans hésitation. Une recommandation. Invictus, à revoir et à revoir. Ouais, pour l'histoire, ne jamais oublier l'histoire. Ouais. Et moi, je vais en parler un tout petit peu au tout début. C'est le plus beau des combats avec Denzel Washington sur la création dans les années 70 d'une équipe de football américain entre blancs et noirs. La première équipe mixte universitaire. Et c'est une belle histoire aussi. Bon, écoutez, je pense qu'on arrive au terme. On va se quitter là-dessus sur ces belles paroles. Merci à vous deux pour cette émission spéciale donc Sport Cinéma. Merci Pavel. Merci Hugo. Merci. Nous, on se retrouvera au plus vite du coup pour une nouvelle émission, peut-être hors série, peut-être format originel donc du Campus Sport Club. D'ici là, sportez-vous bien